messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir, comme chaque soir, chaque dimanche d'ailleurs, nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité en RDC et aujourd'hui nous allons parler de ces consultations. Les consultations initiées par la Commission électorale nationale indépendante avec la classe politique, notamment l'opposition. Question de trouver ce consensus, que chaque individu, chaque acteur politique puisse bien sûr donner son point de vue sur les déroulements, notamment des élections de décembre 2023 prochain. Ce soir, nous allons essayer un peu d'analyser cette ouverture. Est-ce réellement de l'ouverture ou une diversion organisée par la Commission électorale nationale indépendante? En deuxième partie de l'émission, vous le savez, il y a quelques jours seulement que nous avons fêté l'indépendance de la République démocratique du Congo, aux 63 ans après. Où en est-on avec la RDC? Est-ce que nous avons évolué depuis 1960? Nous allons essayer un peu d'épingler divers aspects de la vie nationale, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de l'enseignement. Nous allons essayer un peu de voir où en est-on exactement 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul, comme d'habitude, je reçois les acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, pour essayer de parler de tout ça, d'analyser tout ça. À ma gauche, je commence à ma gauche avec M. Jérémy Iave, qui est fédéral de Nouvel Élan, parti politique cher à Adolphe Mouzito. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir mon cher frère, mon cher compatriote d'ailleurs, merci de l'invitation. Ça a toujours été pour moi un honneur de discuter de la République. Je pense que nous serons édifiés ce soir par ces échanges qui seront purement pédagogiques. Merci beaucoup. Je profite également de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui sont actuellement connectés. Très bien. En face de vous, à mon extrême à droite, et je reçois M. Raoul Mukengeshaï, qui est cadre de l'UDPS Kibasa à Maliba, il faut bien le préciser. Il est président national de Dynamique Pamoja RDC. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse, je suis très heureux d'être invité sur ces plateaux de Malaika Télévision. Je pense que du choc d'idées jaillit la lumière et je salue mes compatriotes, mes co-débatteurs qui sont avec moi sur le plateau et je salue aussi tous les téléspectateurs de Malaika à Télévision. Et juste à côté de moi, Dr Hervé Muntu Omossi, qui est médecin au cadre de MLC, parti cher au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bimba Agombo. Vous êtes également secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes dans la province du Haut-Katanga et communicateur du parti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Je suis également content, comme mes co-débatteurs, de participer à cette émission. Je salue les nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je salue également mes co-débatteurs et je suis réellement ému et très enthousiasmé de participer à cette émission. Et je pense que nous allons édifier la population. Merci. Très bien. Sans plus tarder, nous allons entamer notre tour au premier sujet. Il s'agit de ces consultations de la Commission électorale nationale indépendante. On a vu le quatuor Katumbi, Sesanga, Matata Pogno être reçu par le président de la CENI, Denis Kadima, pour parler des élections. Et on a vu Adolphe Mouzito également être reçu. On a parlé de cette invitation du sénateur à vie, donc, qui a été invité aussi par la Commission électorale nationale indépendante. Je commence avec vous, Jérémy Iave. De manière générale, quelle lecture, quelle perception vous avez de cette démarche de la CENI? Merci beaucoup de la question. Elle est d'une telle pertinence. Je pense que naturellement, ma réponse va se focaliser sur deux points majeurs ou deux points principaux. Allez-y. Le premier point est celui lié à une quelconque diversion initiée par la CENI. Par le fait de dire, s'il arrivait que les élections ne puissent pas avoir lieu dans le temps, la CENI a cette subtilité de vouloir jeter la responsabilité sur l'opposition.
parce que déjà, il y a longtemps, la CENI connaissait les revendications de l'opposition, qui d'ailleurs, vous avez si bien dit, dans cette frange qui est née à Lubumbashi, avec 8 communications, 8 revendications, qui coûtaient beaucoup plus en temps par rapport à l'organisation des élections, des revendications telles que la récomposition de la Cour constitutionnelle, des revendications telles que la réorganisation de la CENI, la révisitation de la loi électorale, etc. C'est que de ce point de vue, c'était des exigences qui ne pouvaient pas permettre à la CENI d'organiser les élections dans le temps. Alors, vu que la CENI a d'autres contraintes, premièrement, c'est donc vous êtes conscient, allons mollo, vous êtes conscient que vos revendications peuvent faire en sorte que le délai constitutionnel soit dépassé. Absolument. Mais il faut apporter une petite précision. Aujourd'hui, dans l'opposition, il y a ce qu'on appelle l'évolution de la démocratie, en ce sens que l'opposition n'est pas sous une pensée unique. C'est qu'il y a une frange de l'opposition qui fait des propositions qui sont tellement exigeantes et qui vont nous coûter en temps, parce que nous sommes à 5 mois des élections. Et il y a une autre frange de l'opposition dont nous faisons partie, qui essaie de donner un plan de sortie de crise, mais qui est également prête pour aller vers les élections en décembre 2023. C'est la petite factualisation que je voulais apporter à propos. Très bien. C'est que de ce point de vue, la CENI est dans cette diversion, voulant faire porter le chapeau à l'opposition, parce qu'elle sait déjà que si nous devons respecter les exigences de l'opposition, les élections n'auront pas lieu en décembre 2023. Parce qu'aussi la CENI fait face à des contraintes qui factuellement responsabilisent le gouvernement en place. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 9 mois presque passés, que la CENI, dans sa feuille de route, avait présenté des contraintes liées à la situation sécuritaire. Elle avait également présenté des contraintes liées à la situation pécuniaire. Vous voyez, parce que la CENI accuse déjà des arriérés. Je pense que ce n'est pas l'opposition qui finance les opérations de la CENI, c'est l'union sacrée, c'est le gouvernement en place. C'est que cette diversion, si on essaye de disséquer la situation de manière profonde, on comprend que c'est l'union sacrée, par le fait qu'elle n'arrive pas à financer les opérations liées au processus électoral de la CENI, c'est l'union sacrée, par le fait qu'elle a la responsabilité. C'est le premier pilier d'ailleurs du programme Samalukonde de la pacification de la patrie de la République, parce que vous savez naturellement que dans 3 territoires, il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement, dans le Massissi, Rutshuru et Akwamut, 2 provinces pour 3 territoires. C'est que, excusez-moi de le dire, cela va de la responsabilité de l'Union sacrée de pacifier la zone. Parce qu'à Kwamut, il y a une guerre fratricide entre Teke et Yaka. Vous voyez naturellement, malgré que le gouvernement congolais avait fait une autre communication selon laquelle ça serait des troupes rwandaises par les truchements du M23 qui déstabiliseraient la paix dans cette zone, mais après que l'Église catholique aille mener des investigations, elle nous a fait une communication que non, ce sont des 2 ethnies qui se rentrent dedans. Et l'Église catholique accusée d'être pro-opposition. Absolument, mais nous sommes dans une laïcité étatique qui n'exige pas à l'État d'être aussi neutre. C'est que de ce point de vue, c'est ça ma première lecture, c'est que c'est une insinuation qui voile l'incompétence de l'Union sacrée, mais la CENI veut apparemment, si on n'est pas aussi lucide, dire que c'est l'opposition qui veut le glissement. Deuxième optique que nous devons naturellement savoir, c'est que la CENI, au regard d'ailleurs de l'article 9 de la loi portant le fonctionnement de la CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres et démocratiques et transparentes. À cet effet, elle exerce des attributions si elle a organisé et géré les opérations préélectorales. Nous sommes dans cette phase préélectorale. Je pense que quand on dit que la CENI doit, en toute indépendance, en toute neutralité, organiser le processus électoral, ça ne revient pas à l'union sacrée de penser que la CENI serait en train d'appeler l'opposition pour qu'il y ait une éventuelle transition. Non. Ça veut dire que si l'union sacrée va devoir jauger, peser l'exercice de la CENI, l'union sacrée encense le fait que la CENI est sous-traitée à ses actions. C'est que je pense, ni l'union sacrée, parce que ce débat doit être pédagogique, ni l'opposition, ni la société civile n'a le droit de donner des injonctions ou des directives à la CENI. C'est en toute indépendance que Denis Kadima a jugé bon d'inviter la frange de l'opposition, d'inviter Adolphe Muzito, d'inviter les sénateurs à vie. C'est en toute indépendance. Laissons à la CENI faire son travail sans y apporter des interprétations aussi tendancieuses. Très bien. Raoul Mukengeshaï, UDPS Kibasa, quelle lecture que vous avez sur cette démarche de la CENI? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que la lecture que j'ai par rapport à cette
cette démarche de Denis Kadima, ce que ça créerait une diversion. Une diversion parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le président Denis Kadima, le président de la CENI, a invité les acteurs politiques de l'opposition. Il a invité la petite opposition de Moïse Katumbi, Sesanga et consorts. Et je pense 2 jours, 3 jours après, il a invité le président national du Nouvel Élan, M. Adolphe Muzitu. Par rapport à leur rencontre, on s'est rendu compte que les 2 franges de l'opposition ont eu le temps d'échanger avec le président Denis Kadima et ont proposé certaines choses aujourd'hui qui peuvent pousser à ce qu'il y ait glissement. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, dans le chef des opposants, ils sont en train de vouloir aller à une transition dans ce pays. Et nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous ne sommes pas prêts à aller à une quelconque transition parce que nous sommes prêts à affronter les élections. Ce que nous demanderons juste au niveau aux opposants de la RDC actuellement, c'est d'affûter leurs armes, de se dire non, voilà, aujourd'hui de faire confiance à la Commission électorale nationale indépendante, qui est un organe indépendant. C'est un organe d'appui à la démocratie. Et je pense que le président Denis Kadima, qui est président de la CENI, est libre d'inviter toutes les classes politiques de l'opposition pour un échange par rapport à l'ère doléance. Il venait de le dire, M. Jérémy venait de le dire, que l'opposition avait demandé à ce qu'il y ait réforme de la Cour constitutionnelle, la révision du fichier électoral et tout, mais je pense que ça prendra du temps. Ça prendra du temps et cela pourrait nous amener à un quelconque glissement. Le fait que nous sommes juste à 5 mois de l'organisation des élections, je pense que ce n'est pas les temps pour les moments de pouvoir relever. De manière subtile, c'est vous, la majorité, qui instrumentalisez la CENI pour faire porter à l'opposition cette responsabilité du glissement, ou en réalité c'est vous qui avez besoin de ce glissement? Sur base de quoi nous allons instrumentaliser la CENI, qui est un organe indépendant? Je pense qu'aujourd'hui, le président Denis Kadima est libre de gérer la Commission électorale nationale indépendante comme il le veut. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a même invité le sénateur Avi Joseph Kabila. Pardon? Denis Kadima est réellement libre. Mais exactement, il est libre. La CENI est un organe indépendant. Vous le savez très bien. Il est vraiment libre. Ce que le gouvernement doit faire, c'est que l'Union Sacrée doit faire, c'est juste financer l'organisation des élections pour question de respecter le délai constitutionnel. Et j'ai suivi personnellement la rencontre de Denis Kadima avec le président du Nouvel Élan. Et j'ai suivi personnellement l'échange entre le président Denis Kadima et le président national du Nouvel Élan, M. Adolphe Muzitu. Je me suis rendu compte que, quelque part, M. Adolphe Muzitu, le président du Nouvel Élan, que je respecte beaucoup, a besoin d'un glissement. Même lors de la rencontre du président Denis Kadima avec la petite opposition des lycées Sanga, Moïse Katumbi, Matata et consorts, on se rend compte que ces gens... On va pas aller dans les dénigrements. Petite opposition, ça veut dire... Non, écoutez, en fait, je parle de la petite opposition par rapport aux échéances électorales, parce que dans ce pays, nous savons bien que nous avons eu des grands opposants dans ce pays. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette opposition qui fera peur à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est prête d'affronter les élections le 20 décembre 2023. Question de gagner les élections correctement. Docteur Hervé, votre point de vue par rapport à tout ça, à tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau, et votre lecture de cette démarche de la CENI. Merci pour la parole accordée, M. Narcisse. Je ne commencerai pas mon intervention sans saluer la classe politique que nous représentons ici sur ces plateaux. Je salue le président national du MLC, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Je cite Jean-Pierre Bemba. Un peu d'Elibanga, donc ça... Oui, allez-y. C'est pour lui, parce qu'il a voulu que je sois... Allez-y. Voilà, je dirais que la CENI étant un organe indépendant, que nous savons tous, a la mission d'organiser des élections qui se veut d'être libre, démocratique et transparente. Et dans cette mission, tout ce qu'elle entreprend comme démarche a pour objectif d'atteindre ces missions-là que je viens de citer. Alors, parler de la diversion ou de l'opportunité, je comprends en fait que la démarche que la CENI puisse mener dans les sphères politiques puisse susciter des réactions au sein de la population. Certains parlent de la diversion. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la CENI n'a pas de leçons à demander ou à prendre de la part de l'opposition pour continuer avec le processus électoral. Bien entendu, nous comprendrons ici que la CENI jouit de sa liberté. Et étant un organe indépendant,
il est de l'intérêt de la CENI de chercher à avoir ce consensus, d'avoir les préoccupations. Parce qu'une diversion, comme définition, c'est l'action de détourner quelqu'un de ses préoccupations. Or, c'est quoi la préoccupation en ce net moment? La préoccupation, c'est les élections. Donc, en conviant les opposants, je ne pense pas que c'est pour divertir la population, c'est par contre pour montrer cet intérêt qu'il a à chercher des élections libres, démocratiques et transparentes. Vous avez vu lors du rencontre du président de la CENI et de l'ancien Premier ministre M. Adolphe Muzito, il a émis des revendications dont l'enrôlement de la population de Kwamutu, Ruchu et autres. Ce sont des revendications que nous pensons qui sont républicaines. Et que la CENI doit prendre en compte, ça ce n'est que normal. Mais parler d'une réelle ouverture, je dirais par contre qu'on n'ouvre rien à personne ici. Ce que nous cherchons, c'est d'atteindre cette transparence, c'est d'atteindre cette liberté, la démocratie dans l'organisation de ces élections. Et alors, nous devons chercher à mettre l'intérêt du pays au centre. Si on va à l'enrôlement, notamment dans les territoires, il n'y a pas que Kwamut, il y a aussi une partie à l'Est qui n'a pas été enrôlée. S'il faut atteindre toutes ces revendications, on va au-delà du décembre 2023. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. La CENI, ce qu'elle veut, c'est rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Et parmi ces préoccupations, il y a ceux-là qui ont émis le vœu que la population de ces zones soit enrôlée. Ça ira maintenant de la CENI de voir si ces revendications seront prises en compte ou pas par rapport à l'état actuel du pays. Très bien. On va y revenir sur la possibilité d'intégrer toutes les revendications de la CENI. Mais avant, je vais quand même revenir à vous, Jérémy Iyav. On a vu Adolphe Muzito être reçu. Ils ont en parlé pendant longtemps. Et au sortir, on l'a vu, un Adolphe Muzito un peu dubitatif sur les élections. Parlant même du financement qui poserait problème, et on a été tous surpris qu'il connaît même des secrets de répartition de l'argent qui n'est même pas encore arrivé en RDC, parlant de l'argent de Bretton Woods qui arriverait, qui serait réparti et que la CENI n'aurait pas assez de moyens dans tout ça. Dites-nous un peu, est-ce que c'est pas chercher la petite bête? Parce que a-t-il parlé avec le ministre des Finances pour savoir comment est-ce que ça sera réparti? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est pas tout simplement ce que la majorité est en train de dire? L'opposition n'est pas prête d'aller aux élections, on cherche la petite bête pour voilà, aller jusqu'au glissement. Merci beaucoup de la question. D'ailleurs, ma réponse va être teintée des petites réactions aussi par rapport à mes petites réactions. Tout à fait. Par rapport à ce que j'ai eu à entendre sur ce plateau, bien sûr. Je pense qu'on parle d'un monsieur qui a été Premier ministre et plusieurs fois exercé des postes ministériels en République démocratique du Congo. On parle d'un économiste qui maîtrise les rouages liés à la situation budgétaire, mobilisation de recettes et affectation à des dépenses. On parle d'un cerveau, je m'excuse, ce n'est pas une apologie, mais c'est une description, ce qui signifie déjà qu'avec cette dextérité qu'il a relativement à l'expertise dans la gouvernance de la République, il ne peut que apporter des lectures aussi justes et lucides. C'est que de ce point de vue, il n'a pas été question d'une quelconque coterie avec le ministre des Finances, ni le Premier ministre, mais il a été question d'une lecture qui s'appuie ou faite par un cerveau qui a géré la République. Est-ce que ce n'est pas une manière de manipuler l'opinion pour préparer l'opinion à un glissement? Non, c'est une manière de prouver que la CENI a des difficultés financières. Je vais exemplariser cela au fil du temps. C'est une manière de prouver que si nous devons aller vers les élections de décembre 2023, avec tout ce que nous avons comme irrégularité, comprenez déjà que ça sera une victoire d'avance qui va devoir s'effectualiser en décembre. Et nous, le rôle que nous allons jouer en tant qu'opposition, c'est d'accompagner le président de la République vers sa deuxième mandature. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut lasériser le processus électoral et essayer de sortir de ce processus toutes les irrégularités, et ce de manière scientifique. C'est de la politique lucide. C'est pour cela qu'à ce titre, nous avons proposé un plan de sortie de crise du processus électoral en cours. Donc, naturellement, si nous étions cette opposition de pacotille, nous ne proposerions pas
ce plan dans lequel nous relevons d'abord les irrégularités et nous essayons de proposer les contours. C'est quoi les propositions? Évidemment, la première proposition est celle liée à la reconfiguration de la centrale électorale. Parce que naturellement, vous savez que cela était issu d'un certain bicéphalisme, que nous avons des acteurs au niveau du bureau de la CENI qui devraient naturellement être qu'à la plénière. Parce que si nous avons dans le bureau de la CENI des acteurs issus du bicéphalisme, des acteurs issus de la frange qu'on appelle majorité, c'est que l'indépendance, la traçabilité de la CENI, l'impartialité de la CENI sera naturellement remise en question. Raison pour laquelle nous avons voulu que la CENI soit recomposée, surtout au niveau de son bureau, que nous puissions avoir des acteurs de l'opposition qui puissent y intégrer pour assurer l'indépendance. La deuxième contrainte, et quand on parle des contraintes, ce sont des factualités, ce sont des évidences, il n'y a aucune invention, c'est l'état du fichier électoral. Ce fichier électoral, malgré entériné par la Chambre basse du Parlement, est partiel. Parce que, je l'ai si bien dit d'entame, dans 3 territoires, il n'y a pas eu opération d'enrôlement. Et relativement à l'article 115 de la loi électorale, c'est que la répartition devrait être proportionnelle à 500 sièges, mais par le fait qu'il n'y a pas eu opération d'enrôlement dans 3 territoires, c'est que cette répartition, par rapport au nombre d'enrôlés, qui est de 43 millions, j'arrondis, d'enrôlés, c'est que ça fait en sorte que l'on puisse avoir 484 sièges au lieu de 500 sièges. Non, mais c'est pas nouveau cette situation. En 2018, on est parti aux élections avec d'autres territoires qui n'ont même pas voté. C'est pas nouveau. Excusez-moi de le dire. Certes, c'est une jurisprudence, mais je pense que parce que le gouvernement actuel nous veut dans un état de droit, c'est que dans cet état, même aucun Congolais ne doit être coupé de ses droits civiques. Alors que là, on parle des 3 territoires et des 2 provinces. Et aujourd'hui, je pense que ça serait aussi une démagogie outrancière, celle d'affirmer que même dans ces territoires, on doit aller vers les élections. Ce sont des Congolais. Alors, on doit ou on peut? On peut. Même si on dirait qu'on peut, mais en tant qu'homme d'État, nous devons avoir un discours inclusif et non discriminatoire. Vous voyez? C'est que si on n'arrive pas à faire en sorte que ces territoires connaissent ces opérations d'enrôlement, c'est un aveu de faiblesse. Parce qu'on n'a pas pu pacifier. Et cette responsabilité revient au président de la République par les truchements de son gouvernement. C'est qu'on doit accepter qu'on a échoué si on veut recourir à la jurisprudence 2018. Et de ce point de vue, on ne doit pas aussi fustiger la Kabylie supposément. Parce que si la Kabylie a échoué, prouvez-nous que vous pouvez au moins le faire. Y recourir, c'est un aveu de faiblesse. Très bien. Troisième, je m'excuse de allez rapidement, le temps de donner la parole. Ce problème des financements, parce que nous avons déjà constaté que le budget est déjà d'un solde déficitaire de près de 500 millions de dollars. Le gouvernement a déjà recouru aux institutions de Bretton Woods pour un prêt de 500 millions, alors que ces 500 millions sont d'office affectés à d'autres urgences de la République, à l'effort de guerre. Et s'il arrivait que l'on puisse arriver à défalquer, à ponctionner sur les 500 millions, on n'aura que 200 millions, alors que la CENI a besoin de 500 pour que nous puissions avoir un processus électoral aussi factuel. Je vais grignoter 30 secondes. L'opposition est prête pour les élections. Ce n'est pas l'opposition qui a promis aux militaires que dans votre solde, vous allez vous payer un véhicule et une maison. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui a promis à la population congolaise que si je ne pacifie pas la partie orientale de la République, c'est que j'ai échoué. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui a dénigré l'enseignant congolais à Abidjan. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui a dit que nous avons fourni les efforts devant les 2 chambres réunies en congrès pour que la vie du Congolais soit réluisante. Nous n'y sommes pas arrivés. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui a fait en sorte que 100 $ valent aujourd'hui 245 000 francs. Aujourd'hui, on paye 100 unités à 3 000 francs. Ce n'est pas de la responsabilité de l'opposition. C'est que si il y a une frange qui doit avoir peur des élections parce qu'elle n'a pas factualisé ses promesses, c'est bien l'union sacrée. C'est quand on fait une affirmation, il faut argumenter. Et j'argumente. D'accord. Raoul Mukingeshai, votre réaction? En fait, par rapport à vos réactions, j'aimerais d'abord vous poser une question par rapport à votre plan de sortie de la crise. C'est le journaliste qui pose des questions. Vous venez d'en parler maintenant là. J'aimerais savoir un peu quel est votre plan de sortie par rapport à la crise. En fait, nous, au niveau de l'Union sacrée, moi je me dis aujourd'hui, ce qui est vécu aujourd'hui maintenant là, vous parlez de Kwamut, de certains territoires où il n'y a pas eu enrôlement. Et cela fait à ce que vous ne voulez pas aller aux élections, vous ne voulez pas aller aux élections sans la participation de ce Congolais de ces territoires. Je pense que c'est déjà vécu parce qu'en 2018, le journaliste venait de le dire,
on a organisé des élections avec le président Corneille Nangaa, sans certains territoires. Aujourd'hui, vous vous référez à Kabila, que vous avez diabolisé. On ne se réfère pas. Aujourd'hui, vous prenez pour jurisprudence la mauvaise gestion de Kabila, que vous avez réprimandé. On ne se réfère pas à Kabila, mais écoutez, c'est de l'histoire, ok? C'est de l'histoire. L'histoire, en fait, aujourd'hui, là, le but de l'histoire, on se réfère toujours au passé par rapport à tout ce que nous faisons. Vous vous référez au régime que vous avez tant insulté. On ne se réfère pas à ces régimes, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, certes, il y a certains territoires qui ont des problèmes, il n'y a pas eu enrôlement, mais je pense que sans ces territoires-là, on peut organiser des élections, on peut aller aux élections. Nous, au niveau de l'Union Sacrée, en fait, on a un bilan à présenter à la population. Nous avons un bilan à présenter à la population parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, elle est effective sous l'étendue du territoire national. Vous allez vous rendre compte qu'il y a aujourd'hui, sous le plan de l'enseignement universitaire, combien de universités ont été rénovées. En fait, les exemples sont légion. Je vous dirais ceci. Nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous sommes prêts à affronter les élections. Et par rapport à la rencontre du président Dédé Kadima avec l'opposition, je me dis clairement et ouvertement que l'opposition a besoin du dialogue et a besoin du glissement. Et nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Nous voulons bien aller aux élections. Ne faites pas les affirmations parce que nous ne voulons pas vivre ce qu'on a vécu en 2016. En 2016, il devait y avoir élection dans ces pays et il y a eu glissement de 2 ans jusqu'en 2018. Et je pense que nous, on ne peut pas arriver à comment je vais dire, à faire ce genre de choses. Vous avez certainement un agenda caché. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez à ce qu'il y ait enrôlement, il y ait tout ce que vous demandez là, parce que ce n'est pas dans 5 mois que cela sera fait. Très bien. Il faut argumenter, il ne faut pas affirmer. Hervé Buntu-Mossi, votre réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire sur ce plateau? Eh bien, j'ai suivi mes co-débatteurs, je suis content de leur discussion, mais ici, moi, je suis porteur d'un message à la jeunesse congolaise. Appropriez-vous le processus électoral, parce qu'il est de notre intérêt, nous, jeunes Congolais, d'aller aux élections. Nous n'avons pas autre mécanisme à pratiquer pour nous approprier, pour changer la classe politique de notre pays. Nous n'avons que des élections. Et alors je demande à cette population de s'en approprier, parce que si nous suivons les discours politiciens, tel autre invente tel argument pour dire qu'il n'y aura pas élection, et j'interpelle également aux prophètes des malheurs pour leur dire: vous avez raison de penser qu'il peut ne pas y avoir élection en 2023. Ça, je le concède. Mais seulement, je vous demande de vous préparer. Parce que le président de la République s'est engagé dans ces chemins. Et il a dit ouvertement qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels. Et pour moi, pour ma part, je pense que nous devons fournir des efforts, opposants et majorité, tous pour que nous puissions aller vers ces élections. Et surtout à la jeunesse de s'en approprier. Parce que souvent, les discours politiciens ne tiennent pas compte de nos avantages, ne tiennent pas compte de nos préoccupations. Souvent, c'est pour leurs intérêts. Mais cette fois-ci, je demande à la jeunesse de s'élever comme un seul homme, de parler un seul langage. Nous allons aux élections et nous sommes sûrs, nous, de la majorité. Nous n'avons peur sans moyens, il n'y aura pas des élections. Les moyens. Parlez-y de moyens. Je viens d'écouter mon co-débatteur qui est de Nouvelle-Élan ici parler de l'emprunt que le gouvernement vient de faire. Ouais. Mais nous avons tout le moyen à notre possession pour trouver les financements pour aller aux élections. On ne doit pas inventer des excuses ici pour ne pas aller aux élections. Moi, je pense que nous sommes un État souverain, nous avons des partenaires et nous irons aux élections quoi qu'il en coûte. C'est ça mon message. Une réaction? Allez-y, allez-y. Okay, merci beaucoup. Je pense que premièrement, je m'excuse. On fait des affirmations, il faut argumenter pour qu'on ne verse pas dans la démagogie politique. C'est que premièrement, déjà, s'il faut que l'on puisse emprunter de l'argent pour aller vers les élections, cela va aux antipodes des élections 2018 qui ont été organisées sous fonds propres. C'est un régime que l'Union Sacrée a insulté forcément, mais si aujourd'hui l'Union Sacrée est dans l'incapacité d'organiser les élections sous fonds propres, ça prouve qu'il y a un sérieux couac. Et aussi, comme vous essayez de nous présenter le bilan du président de la République, ça pose un sérieux problème. On doit avoir les chiffres. Aujourd'hui, un Congolais vit avec près de 0,003 $ par jour, parce que le budget de 16 milliards que nous avons pour une population de 100 millions d'habitants, ça prouve qu'un Congolais a un revenu annuel de 160 $, alors que pour être dans le critérium, c'est de la science, des pays sous-développés, vous devez avoir au moins 1 000 $ comme revenu annuel par habitant. C'est que nous avons 160 $. De manière scientifique, la République démocratique du Congo fait partie des pays sous-développés. C'est que de ce point de vue, si vous êtes acteur du gouvernement central, vous êtes au courant de ces données scientifiques, vous n'aurez pas le kilo de dire
que vous avez bien travaillé parce que vous avez, vous, l'exigence liée au résultat. Vous devriez naturellement relever le PIB, le PNB. Vous devriez aujourd'hui, le taux de chômage est de 80%. C'est que pour la population active, près de 80% de Congolais sont au chômage. Vous nous avez promis des investisseurs qu'ils devaient venir. Quel est cet investisseur aujourd'hui qui est venu en RDC après le périple que le président de la République a eu à faire comme tournée mondiale en RDC? Un sérieux problème que nous avons, c'est que nous avons un problème de 500 millions de dollars américains, nous avons un problème lié à l'effort de guerre, mais la présidence de la République a payé un avion de près de 17 millions de dollars américains. C'est que de ce point de vue, avec toute cette gabegie financière, avec les difficultés que nous avons, avec des étudiants, avec l'insécurité qui pullule la République, nous ne devons pas nous permettre de faire des affirmations sans argumenter. C'est que de ce point de vue, s'il y a une frange qui a peur des élections, parce qu'elle doit se justifier, c'est la majorité, ce n'est pas l'opposition. Il ne faut pas leurrer le peuple congolais. Et vous avez tout promis sans rien faire. La science même est contre l'union sacrée. Voilà, on va évoluer, à moins qu'il y ait une réaction. S'il n'y a pas, il n'y en a pas. S'il n'y a pas allez-y. Je peux réagir rapidement. Je dirais que messieurs de l'opposition, il s'est fait des idées. Monsieur Jérémy Av. Monsieur Jérémy, excusez-moi, merci. Évidemment. Voilà. Il s'est fait des idées par rapport à l'organisation. Moi, j'ai bien précisé ici que les élections auront bien et bien lieu et nous utiliserons tous les moyens à notre possession pour y aboutir. Non, mais il faut argumenter. Nous utiliserons tous les moyens. Quels moyens? Parce que de manière scientifique, le gouvernement doit emprunter, je m'excuse de le dire, aux institutions de Bretton Woods. Mais quand vous dites nous utilisons tous les moyens, il faut les expliquer. Les élections ont une date et nous sommes en plein processus. Je demanderai aux jeunes, beaucoup plus parce que je suis de la jeunesse, de s'en approprier parce que... Ça, c'est une communication de la société civile. Vous êtes au pouvoir. Parce que la communication que vous faites est de la société civile. L'opposition cherche à manipuler la jeunesse, à manipuler la population pour leur mettre en tête... Ça, c'est réservé à la société civile. Mais nous disons ceci, nous nous sommes engagés sur ces chemins. Et le train est en marche et celui qui osera l'arrêter sera écrasé. Non, mais l'émission est pédagogique. Quand vous dites nous allons mettre des moyens, dites-nous comment. Je m'excuse. Il y a des intellectuels qui nous suivent. Il ne faut pas faire des affirmations sans argumenter. Jérémy, c'est vrai, il y a ce scepticisme-là dans le chef de l'opposition. Il y aura élection, il n'y aura pas, financement, il n'y aura pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, la CENI tient ses dates. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui prouve que les dates qui viennent ne seront pas tenues? Parce que jusqu'à présent, la CENI est réglo, elle tient ses dates. La CENI tient ses dates. C'est pour le 20 décembre 2023 que les élections doivent être organisées. Oui. Mais n'oubliez pas que la CENI, par rapport au financement, n'a pas son autonomie. Parce que c'est le gouvernement qui finance. Ce n'est pas la CENI qui s'autofinance. Vous voyez au fond? Raison pour laquelle je demandais à M. Hervé du MLC, cadre du MLC, docteur Hervé du MLC, qui nous explique comment le gouvernement va y arriver. Parce que le gouvernement accuse déjà un déficit budgétaire. C'est que le gouvernement proposait un acte, il faut de l'argent, il faut des recettes. C'est que nous sommes à 5 mois de la fin de l'année. C'est que le gouvernement comprend que nous devons emprunter 500 millions. Ce qui signifie déjà au-delà de tout que la CENI a d'abord des arriérés, des impayements. Il y a naturellement des kits qui doivent s'acheter, qui doivent s'acheminer jusqu'au fin fond de la République. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce débat-là. Imaginez-vous que nous sommes à 5 mois. Nous faisons 80 fois la Belgique, nous faisons 4 fois la France. C'est que si, à 5 mois, on n'a pas encore des kits qui doivent être acheminés, on ne va pas se leurrer, on ne va pas rêver. C'est que de ce point de vue, de manière factuelle, il sera difficile pour la CENI d'y arriver. Si nos amis, nos partenaires de la majorité, parce que cette émission se veut élégante, ont des possibilités, qu'ils nous expliquent de manière patente, pas faire des affirmations. Et aussi, je m'excuse de le dire, ce n'est pas parce qu'on a soif que l'on doit boire ou on doit nous imposer à boire de l'eau sale. Ça signifie, ce n'est pas parce qu'on veut aller aux élections qu'on va nous imposer la pacotille. Nous sommes intellectuels, nous avons le droit de lasériser de fond en comble le processus électoral pour se rassurer de son inclusivité et de son impartialité. Mais moi, je dis aux prophètes de malheur, préparez-vous pour les élections 2020. La politique n'est pas la prophétie, on explique. Il faut expliquer, il faut argumenter. On va évoluer, nous allons prendre notre deuxième sujet. Je pose la question à vous, Raoul Mukinge Chahi, 63 ans après, la République démocratique du Congo est indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a évolué par rapport à 1960?
Ok, merci pour la question, monsieur le journaliste. Je pense que je dirais oui et non. 63 ans d'indépendance, c'est beaucoup parce qu'aujourd'hui, une personne qui a 63 ans, c'est déjà une personne majeure, une personne déjà très mûre. Et je pense que ces pays, normalement, ne devaient pas être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je pense que si on veut parler en termes de chômage, par exemple, de la jeunesse, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'époque, avant 1950, on a eu, la RDC avait au moins 40% de salariés, vous comprenez un peu cela, et 60% d'enfants pouvaient aller à l'école. Et quand on essaie de réfléchir, on se dit qu'aujourd'hui, 63 ans après, il y a beaucoup de problèmes qui s'y posent. C'est vrai, nous avons eu des pillages dans ce pays. Sur le plan économique, ça a impacté négativement. En 1992, il y a eu pillage, il y a des entreprises que le colon belge nous avait laissées, mais aujourd'hui, on n'a pas pu gérer correctement ces biens acquis par le colonisateur, l'homme belge, en fait. Et du coup, je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, par rapport à mes analyses, je me rends compte qu'on n'a vraiment pas évolué. Mais il y a une régression qui se laisse voir dans ce pays depuis 1960 jusqu'à nos jours par rapport à tous les régimes qu'il y a eu dans ce pays. Docteur Hervé, est-ce qu'on a régressé quand même depuis 1960? Je commencerai par dire que l'indépendance est un événement majeur pour notre pays, du fait que nous étions un pays colonisé et nous sommes devenus un pays décolonisé. Et de ce fait, il naquit un jeune État beau, fort, qui était envié par tout le monde. Mais ce nouveau-né était confronté à des difficultés. D'une part, nous avons l'hostilité du monde extérieur et les voisins qui enviaient la beauté de l'enfant. Et de l'autre côté, nous avons l'immaturité des fonctions vitales du pays. Et de ce fait, le pays s'est retrouvé face à de nombreux défis qu'il devait relever. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un pays dont les limites sont bien reconnues sur le plan international. Et aujourd'hui, nous avons des institutions démocratiquement établies. Aujourd'hui, nous avons un pays uni et indivisible et nous avons des élections qui sont organisées régulièrement. Nous avons une alternance pacifique du pouvoir. C'est ce que j'appelle les acquis de la République. Donc, nous avons... Selon vous, on a avancé. Le pays est fait face aux nombreux défis, mais nous avançons. Tous les gouvernements qui ont succédé à la tête de notre pays ont tant soit peu mis la main dans la construction de l'édifice. Voilà, merci. Voilà, on va revenir dans le fond, secteur par secteur. On va prendre 2 ou 3 secteurs, mais de manière générale, oui. Monsieur Jérémy, est-ce qu'on a avancé depuis 1960? On stagne. Alors parce que le temps avance, parce qu'on stagne, on recule. Je m'excuse de le dire. Il est vrai que la situation aujourd'hui, elle doit se peindre de manière générale. Mais moi, je pense que parce que nous sommes d'abord dans cet aperçu général, oui. Aussi longtemps que nous avons un téléphone qui a été fabriqué à l'extérieur, aussi longtemps que nous avons des caméras qui ont été produites, fabriquées à l'extérieur, aussi longtemps que nous avons des vêtements que nous mettons ici qui ont été importés, aussi longtemps que tout ce qui est chaque soir ou chaque midi devant nos tables sont des produits importés, aussi longtemps que quand on parle français, on se sent beaucoup plus citoyen du monde, quand on ne maîtrise pas sa langue maternelle, on se sent citoyen du monde. Aussi longtemps qu'il y a cette acculturation, je pense que l'indépendance est fictionnelle. C'est que factuellement parlant, nous sommes la continuation des petits citoyens belges. Factuellement parlant, nous sommes la continuation de la culture des autres, de la technologie des autres. C'est que l'indépendance, de manière factuelle, sera acquise le jour où notre coltan nous servira à produire nos propres téléphones, le jour où notre cobalt nous servira à produire nos propres batteries, nos propres véhicules électriques. Je pense que c'est vrai, l'économie mondiale est interconnectée, mais il faudrait que nous puissions d'abord avoir une certaine économie et une certaine autonomie économique pour que l'on puisse parler d'une vraie indépendance politique.
C'est qu'aussi longtemps que vous êtes faible économiquement parlant, c'est que l'indépendance politique, nous animons les institutions seules. Et téléguider de manière subtile, c'est du néocolonialisme. C'est que voilà l'aperçu général avant que nous puissions aller sectoriellement. On prend déjà le secteur politique. Docteur Hervé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo est plus démocratique aujourd'hui en 2023 qu'en 1960? Vous vous rappellerez déjà d'entrée de jeu que lorsque nous avions eu notre indépendance, l'État était confronté à des défis dans le sens de sécession, par exemple. C'était déjà un problème majeur pour un pays qui venait de naître. Et aujourd'hui, dire que la démocratie effective, je dirais oui, parce que la démocratie, c'est le pouvoir. C'est défini aussi comme étant le pouvoir qui est au peuple et par le peuple et pour le peuple. Donc, dès lors que nous avons des élections, et les élections le choix qui émane du peuple, je pense que c'est ça déjà la démocratie. Mais avec toutes ces tractations, CENI, opposition, enrôlement et tout, vous pensez que réellement le peuple choisit ses dirigeants dans ce pays? Nous sommes une démocratie qui n'est pas à comparer avec les vieilles démocraties. Nous sommes... Non, on a 63 ans. Sur ce plateau, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait 63 ans. Mais il y a des démocraties de 150 ans dans ce monde ici. Donc c'est juste pour dire que nous devons capitaliser nos efforts, voir l'avenir. C'est-à-dire que nous devons dire tout ce que M. Jérémy venait d'énumérer ici. Moi, je conçois tout cela dans des sortes de défis à relever pour le pays. 63 ans après, on doit relever ces défis. Parce que le jeune État qui naquit en 1963, je vous le répète, avait des défis énormes. Il y avait l'envie des Occidentaux. Déjà, le colonisateur qui nous a donné cette indépendance n'en voulait pas. C'est déjà un problème. Et vous voyez l'entourage, la RDC a 9 voisins. Et nous savons qu'il y a des voisins qui convoitent la RDC. Et hormis cela, nous étions un État qui n'avait pas en fait toutes ces fonctions vitales pour vivre. Aujourd'hui, je peux affirmer tout haut que nous avons des institutions, nous avons des élections, nous avons l'alternance et nous voyons la remontée en puissance de l'armée congolaise tenue de main de maître par le VPM Jean-Pierre Bemba. Nous voyons aujourd'hui que la RDC prend son statut de pays solution dans le dérèglement climatique et qui réclame son quota. Donc nous voyons ici que la RDC reprend son instrument dans le concert des nations. Très et bien. Ça, pour moi, je trouve que c'est une évolution et nous sommes en bonne... Raoul Mukengechaï, politiquement parlant, démocratiquement parlant, on est plus en démocratie aujourd'hui qu'il y a 63 ans? Démocratiquement parlant, politiquement parlant, je dirais oui. Sur l'aspect politique, démocratie, je me dis que c'est vrai, il y a une amélioration, il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, au moins, nous sommes à la 4e expérience des organisations d'élections en RDC. C'est une avancée significative par rapport à la démocratie. Et je me rends compte que... N'oublions pas, parce qu'on parle de l'histoire, n'oublions pas les élections, les toutes premières élections qui sont réputés avoir été les meilleurs organisés. C'était en 1960. Exactement, exactement. Donc, c'est vrai, ça a existé, mais si aujourd'hui, nous sommes sur ce schéma-là, et qu'aujourd'hui, à chaque 5 ans après, nous avons un nouveau président ou encore des élections, je pense que c'est une avancée. Sur le plan politique, démocratie, je pense que c'est vraiment une avancée. Mais ce n'est pas seulement sur ces plans-là. Nous avons le plan économique, par exemple, le plan diplomatique. Moi, je me rends compte que sur le plan économique, nous avons une économie extravertie. Elle est tournée vers l'extérieur et cela n'est pas correct parce qu'aujourd'hui dans ce pays on se rend compte qu'on n'est même pas à même de produire une boisson gazeuse, une allumette qui doit être importée ailleurs, les vêtements que nous mettons comme venait de le dire mon co-débatteur M. Jérémy, et je me dis qu'aujourd'hui ce qui est vrai, l'homme congolais oui, là nous parlons du pays. Je pense qu'aujourd'hui là l'homme congolais doit être éveillé. Nous devons réfléchir comment est-ce qu'ensemble nous avons des éminents professeurs en économie aujourd'hui dans ce pays. Je pense que tous ces cerveaux doivent se mettre ensemble, réfléchir par quelle voie, par quels moyens on peut sortir de cette crise économique qui aujourd'hui gangrène la République du Congo. Alors du coup, je me dis que sous le plan économique, nous avons beaucoup à faire. Nous devons nous battre sérieusement pour que les choses changent dans ces pays économiques. Très bien, on va revenir, on va aussi bosser un tout petit peu sur ce que vous avez fait en tant que gestionnaire du pays durant ce quinquennat pour un peu renverser cette situation. Sur le plan démocratie, politiquement, est-ce qu'on a avancé?
Bon, je dirais, ça dépend du costume que vous portez. Mais du point de vue de ce que d'abord la gestion... La démocratie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression. La démocratie, ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est également l'institutionnalisation de l'État. C'est qu'on sent que ce ne sont pas des individus par rapport à leurs Uber qui gèrent la République, mais ce sont des institutions. Et les institutions, par rapport à leur fonctionnalité, reposent beaucoup plus sur le respect des textes légaux relativement à ces institutions. Souffrez de la redondance. C'est que parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions, je pense que je pourrais dire que nous sommes un État démocratique. Nous avons aujourd'hui l'Assemblée nationale, nous avons aujourd'hui un gouvernement, nous avons aujourd'hui le président de la République comme institution. Mais je pense que si on regarde la Constitution de 2006 viscéralement, elle a été révisée, sur laquelle reposait une intention de renchérir beaucoup plus de pouvoir subtilement monarchique sur la personne du président de la République, il est difficile que nous puissions dire que nous sommes dans cet équilibre institutionnel, que nous puissions dire que nous sommes dans une démocratie. C'est que de manière subtile, de manière sournoise, parce que c'était teinté sur mesure à l'époque juste après Sun City, parce qu'avant Sun City, nous étions dans le système 1+4, c'est qu'il fallait naturellement échafauder une intelligence qui ferait en sorte que le président de la République, qui était chef d'une famille politique, puisse primer sur les autres institutions. Très bien. Raison pour laquelle vous avez la personne président de la République comme institution président de la République. Et aujourd'hui, je me suis de le dire, parce que le pouvoir en place a un devoir de résultat. Si le régime en place voulait améliorer les choses, démocratiser de manière institutionnelle les choses, nous devrions naturellement avoir des propositions qui nous amèneraient vers des voies référendaires pour que cet équilibre, ce déséquilibre subtil soit étayé afin que nous puissions parler d'une vraie démocratie. Je ne parlerai pas des arrestations de Jean-Marc Kabound, de Franck Diongo, de Salomon Idi Kalonda, qui violent par rapport à la procédure les dispositions constitutionnelles. Je me suis de le dire, nous ne sommes pas dans un État parfait. La France, après de 334 ans après son autonomisation, la France a organisé plus de 100 échéances électorales, mais en France, on a vu des femmes être molestées parce qu'elles voulaient se prononcer. On a vu le système gilet jaune être aussi, je m'excuse, molesté par l'armée française. Je veux créer un équilibre à ce propos-là. 4e cycle électoral, et on ne va pas se comparer. C'est différent. Un homme de 63 ans est différent d'un État de 63 ans. Un État de 63 ans est comparé à un homme de 3 ans. Je m'excuse de le dire. Parce qu'un État, c'est un effort collectif. Et non, il y a une certaine individualité, une conscience personnelle. C'est qu'aujourd'hui, je peux vouloir mettre fin. Le président de la République fournit des efforts pour mettre fin à la gabegie financière, pour mettre fin. Mais vous sentez que le système pose un sérieux problème parce qu'on a hérité de la vieillerie du moboutisme lié à des complots. C'est que sa conscience personnelle, sa volonté personnelle, lui qui est président de la République, ça ne suffit pas. C'est que pour dire 63 ans, nous sommes encore très jeunes, nous sommes dans notre 4e cycle électoral, les choses vont se parfaire aussi au fur et à mesure. On va terminer l'émission, on fait signe qu'on n'a plus de temps, nous allons faire le tout dernier tour de table. Je commence avec vous, par rapport à l'ensemble de l'émission, le premier et le deuxième sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? Et donc, merci encore pour la parole. Ce que je peux dire ici, comme vous venez de m'accorder encore la parole, je dirais que je suis porteur d'un message à la jeunesse. La jeunesse doit s'approprier les élections et doit travailler de sorte que nous puissions y arriver. Nous devons avoir un seul langage. La jeunesse d'aujourd'hui doit parler entrepreneuriat, doit parler boulot. Ne doit pas être derrière le politicien pour faire les djalélo. Non, la jeunesse doit se prendre en charge, doit comprendre que l'avenir du pays dépend de ce qu'il aura, ce qu'il va faire de. Et l'État doit aussi mettre des mesures incitatives parce que pour permettre la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, de mon pays représente plus de 70% de la population. Et donc, c'est une force. La démocratie, dit-on, c'est un jeu de nombres. Donc, ceux qui sont plus nombreux priment. Alors, je demanderai à la jeunesse, vous qui êtes plus nombreux, mettez-vous en marche, appropriez-vous ces processus électoraux et j'espère qu'avec Dieu, nous vaincrons et nous arriverons à changer la classe politique de notre pays. Très bien. Raoul Moukingueshaï. Merci beaucoup. Je pense que c'est un dernier mot pour cette émission, mais je pense que nous serons encore invités prochainement pour échanger. Et mon message, c'est que j'appelle à la jeunesse tout entière, la jeunesse de la RDC, qu'elle prenne conscience
qu'elle soit déterminée par rapport au processus électoral, qu'elle puisse pas être instrumentalisée par le classique politique qui ont utilisé certains jeunes pendant des années. Et je pense que pour les élections à venir, qu'elle puisse s'approprier du processus électoral, qu'elle ne puisse pas suivre certains classiques politiques par rapport au jaïluisme et consorts. Et je demanderai à ce que nous puissions normalement, nous jeunes, nous battre, question que nous puissions aller aux élections le 20 décembre 2023. Par rapport à l'indépendance de ces pays, moi je dirais que non, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous, Congolais, nous devons nous battre sérieusement sur le plan économique, question que nous puissions élever le niveau économique de ces pays en créant des entreprises, en créant du boulot, question que les jeunes puissent avoir de l'emploi ça et là. Je pense que par rapport à l'indépendance économique de ces pays, nous avons encore à faire. Voilà. Jérémy Av, on finit avec vous. Merci beaucoup. L'opposition n'est pas teintée d'une certaine intention de tendre ce pays vers un glissement, surtout pour ce qui est de la mandature qui va prendre fin en décembre 2023. L'opposition est en train de manière lucide et de manière intelligible démontrer comment est-ce qu'il y a des contraintes. Et s'il a vu l'opposition faire un forcing, ça sera pour accompagner un seul candidat, président de la République d'ailleurs, pour factualiser une certaine tricherie, une certaine fraude électorale. Mais l'opposition est également prête pour aller vers les élections parce qu'elle n'a pas un bilan à défendre. C'est l'Union sacrée qui n'a pas su pacifier la partie orientale de la République, c'est l'Union sacrée qui n'a pas su financer les opérations normalement. Pour ce qui est de la situation où il y a l'indépendance, c'est que dans tous les secteurs, nous sommes jusque-là dans une indépendance fictionnelle. C'est du chimère. Rien n'est patent comme indépendance parce que toutes les autorités qu'on a connues d'ailleurs dans l'histoire de la République ont toujours eu besoin de la reconnaissance des puissances économiques mondiales, de la reconnaissance de la communauté internationale. Économiquement parlant, nous sommes dans une situation très extravertie par rapport à des moyens qui sont tellement faibles, par rapport à la situation sociale. Il est difficile aujourd'hui parce que le Congolais vit avec moins d'$1 par jour, ce qui signifie qu'il y a des régimes qui ont réussi, il y a des régimes qui ont échoué, mais pour être le plus factuel que possible, l'Union sacrée, le président de la République a cette responsabilité, et parce que la science est contre l'Union sacrée, je pense que ce gouvernement a échoué, et il faut la réforme. Voilà, madame, messieurs, on est pratiquement à la fin de l'émission. Vous allez placer un mot très rapidement, on finit. Parce que dans mon dernier speech ici, je n'ai pas fait allusion au thème lié à l'indépendance. Je voulais s'y terminer par... Très rapidement, on est à la fin. Par une citation de la lettre d'un des pères de l'indépendance, je cite Patrice Emery Lumumba, qui dit qu'à mes enfants, que je laisse et que je ne reverrai peut-être plus. Il attend d'eux, et comme il attend à tout Congolais, de reconstruire notre indépendance et la souveraineté dans notre pays. Très bien. Voilà, madame, monsieur, ce sera sur ces paroles que nous allons mettre un terme à ce politique à la carte de ce dimanche. Merci. Je vous rappelle que je recevais sur ce plateau Raoul Mukengeshaï, qui est cadre de l'UDPS Kibasa Maliba et président national de Dynamique Pamoja RDC. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est à moi de vous remercier. Également, j'ai reçu Hervé Montou Moussi, qui est médecin, secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes du MLC, parti au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie. Et en face de vous, il y a eu l'opposition ici représentée sur ce plateau par Jérémy Av, fédéral du parti Nouvel Élan dans la province du Haut-Katanga, parti de Adolphe Mouzito. Merci d'être passé. Merci à vous, c'était un honneur profond et je vous en remercie vivement, monsieur Narcisse. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est fixé, comme d'habitude, la semaine prochaine avec d'autres questions, d'autres sujets politiques de la République démocratique du Congo. D'ici là, restez en compagnie du programme de Malaika Télévision. Au revoir.